Ce qui est intéressant dans les boids, en fait, c'est qu'on va avoir un système en fait de relation entre les particules. Donc cette fois-ci, c'est plus du newtonian où chaque particule finalement est indépendante et ne regarde pas ses voisins. Quoi qu'on peut avoir éventuellement avec un truc qui s'appelle le size deflect, qui se trouve ici, on peut avoir une espèce de répulsion entre les particules qui simule un peu ce que fait les fluides d'ailleurs, puisque finalement la grosse différence entre ces deux modules ici que sont le newtonian et le fluide, c'est simplement que dans le newtonian, les particules à la base sont des éléments ponctuels qui n'ont pas de taille, et donc tu peux pas, si tu veux, véritablement superposer des particules dans un verre. Ils se montent pas les uns sur les autres, étant donné qu'ils ont une taille infiniment petite. Tu vois. Et l'intérêt des fluides, justement, c'est de leur dire que ces particules se regardent l'une l'autre, en fonction de leur proximité, vont se répulser, donc peut-être se monter les unes sur les autres, en fonction de leur taille, mais aussi parfois vont s'accrocher les unes aux autres en fonction de leur viscosité, et parfois vont aussi s'accrocher sur la surface qui les émet. C'est-à-dire que tu peux très bien, par exemple, en augmentant ici la viscosity et le buoyancy, avoir des particules qui vont couler le long de la surface pour ensuite, comme une goutte d'eau, arriver ici et se lâcher de par la gravité. Tu vois. Donc, Sympa. c'est vraiment la différence entre ces deux trucs-là qui va permettre, justement, si tu veux, d'avoir une interaction, des répulsions entre les particules et qui vont permettre ensuite d'avoir des animations véritablement de fluides avec cette fois-ci énormément de particules et des calculs un peu longs, mais qui permettent d'avoir des mélanges aussi parfois entre ces différents types de particules. Donc les boids pour faire de l'animation comportementale, c'est-à-dire des particules parfois qui se répulsent, qui s'évitent ou qui évitent des prédateurs, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des particules qui se trouvent à un endroit, donc on va ensuite remplacer bien sûr par des oiseaux, par des animaux, par des humains, voilà. Donc l'idée c'est toujours ça, hein, c'est comment je contrôle mes particules et dans un deuxième temps, par quoi je les remplace, qu'est-ce que j'en fais. Donc ça se passe dans cette phase qui se trouve un peu plus bas, qui est la phase de renderer. Est-ce que c'est des Et halos? il y a possibilité de dire, par exemple, de prédéfinir des actions pour, par exemple, un personnage dans une foule Mhm. et de les lier à un comportement dans un Boids, par exemple? Alors pas pour l'instant, pas à ma connaissance en tout cas, pas sans taper dans le script. Il y a déjà des scripts D'accord. qui ont effectivement été faits, notamment un truc alors qui commence à dater maintenant, qui s'appelait Blender People en fait, qui était Ouais, basé sur les pour faire particules des et qui permettait stades de justement... foot. C'est ça, voilà. Il Non, y a non, une alors mise à jour, je crois, là, il y avait récemment, vraiment... là. Alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé, hein, mais peut-être que ça a été remis à Je, jour, je crois qu'il y a une mise à jour. Attends, je vais vérifier. qui se basait sur des systèmes de particules en fait et qui redrivait les systèmes de particules un peu comme le fait Golem par exemple ou comme le fait Massive, qui permet justement d'avoir des comportements prédéfinis comme tu dis, c'est-à-dire excité, tu restes sur place, tu cours, voilà ce genre de choses. Donc, mais la gestion de foule notamment qui dérive de ça, je crois que c'est sur leur to-do list de manière assez importante quoi. Donc voilà, ils savent que c'est un truc qui est surtout que au final, quand on voit le système de Boyd et ce qu'il peut faire, je vais pas dire qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est quand même, il y a quand même une grosse partie de fait, quoi, voilà. Là, on a par exemple ici dans les Boyd, alors je vais tuer ici le field et puis remettre la gravité, voilà, qui va se trouver dans la scène ici. Voilà. Et les Boids aussi ont de la gravité, donc ça, c'est un autre Alors les avantage. Boyds en fait, à la base, comme on peut le voir ici, ne sont pas assujettis à la gravité, mais c'est parce que ce sont des boys en fait qui sont en hollow flight, c'est-à-dire on leur a permis de voler, mais après on a un Ouais. truc qui s'appelle hollow land, c'est-à-dire HoloLand, ouais. voilà on leur permet d'atteindre le sol. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils tombent pas. Alors il y a le hollow climbing aussi. Alors j'ai peut-être oublié de faire un truc. Hein. J'ai dû certainement oublier. Ah oui, bah attends, il y a les relations. Euh, Désolé. Juste pour dire, en fait, je m'étais trompé, j'avais vu juste une vidéo, c'est un tuto qui montre comment créer en fait une horde massive avec plein de personnes en utilisant les boids. D'accord, ok. Alors du coup voilà, il y a des, Je peux envoyer le lien. je vais faire rapide sur les bots parce que du coup c'est très très, enfin voilà, il faudrait quasiment une journée de démo pour expliquer comment ça fonctionne, mais le principe est là en fait, on a des relations, donc là il dit invalid target parce que le système de particules n'a pas été défini de l'autre côté, mais on va avoir en fait une relation entre parfois un système de particules ou un autre ou entre les éléments d'un même système, et ce qui est important ici c'est les trois boutons qui sont là, c'est friend, donc les amis, neutral, ils s'en foutent un peu, et puis ennemi. Et du coup, on peut avoir les amis qui vont essayer de se regrouper, les neutrales, c'est-à-dire que ils peuvent rentrer dans l'un ou l'autre, ça va pas vraiment leur changer leur vie, et les ennemis qui du coup vont peut-être foncer sur les amis et leur provoquer du coup les comportements qui se trouvent en dessous. C'est-à-dire que le premier comportement qui va se trouver ici, c'est separate, c'est-à-dire sépare-toi si tu peux pas faire autrement, et flock qui est le rassemblement. Et en fait, ce qui est très très important là-dedans, c'est l'ordre dans la liste dans lequel ça va se trouver. C'est-à-dire qu'on leur dit, si tu as le choix entre les deux, tu commences par te rassembler, et si à un moment on t'a dit, par exemple ici, tu vois, avoid par exemple, avoid, ben évite tel ennemi,
dans ces cas-là, ce sera essaye de te rassembler, voilà, par exemple j'en virais un, et si à un moment tu as un ennemi, tu l'évites, c'est-à-dire que là, du coup, tu peux te séparer. C'est la raison pour laquelle je rajoute le séparer derrière. Donc il y a tout un tas de conditions comme ça qu'on va pouvoir déterminer, c'est-à-dire que les particules vont se déplacer en fonction de comportements, entre guillemets, mais là on peut pas les définir avec de la motion capture ou ce genre de choses, quoi qu'il pourrait y avoir un script derrière qui reprend les mouvements de ces particules pour recalculer des mouvements dessus, mais on a ici tout un tas de comportements prédéfinis où des particules vont pouvoir se jeter sur d'autres, qui vont essayer de les éviter, qui en même temps vont essayer d'éviter des obstacles et ce genre de choses, donc on peut avoir vraiment des mouvements. Alors moi j'ai fait beaucoup d'insectes avec ça, pour les insectes ça marche vachement bien quoi. Parce que si en plus on utilise des insectes avec du size deflect ou des choses comme ça recouplées avec un autre système derrière, on peut avoir des insectes qui se montent dessus, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça, donc on peut vraiment faire des animes hyper complexes à partir de là sur le système des Boyd quoi, qui est souvent très peu utilisé et c'est bien dommage parce que mais franchement, honnêtement, alors regardant tout ce que tu racontes, là, moi je suis méga perdu, ce qui est tout à fait logique, mais c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec en effet, quoi. Ouais. Bah, il y a un autre mode que je voudrais vous montrer. Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Non, mais c'est encore une fois la façon dont les gens pensent sur Blender, c'est que tu leur montres ça, et je pense que même un mec qui connaît Houdini, etc., il doit se dire, oh, putain, c'est sympa, quoi. Bah, le système, si tu veux, le problème c'est que bah, c'est comme tout, hein, il faut passer des jours et des jours dessus pour vraiment tout expérimenter. Bon, moi du coup j'ai pris, comme c'est un truc que j'adore et que sur lequel je m'étais beaucoup spécialisé à une époque, bah, je me suis dit je vais en bouffer, donc j'ai testé tout dans tous les sens, tu vois. Et c'est vrai qu'à la fin tu te dis mais ça commence à en faire quand même, quoi, tu vois, il y en a un bon paquet, quoi. Le plus gros problème, comme on le dit souvent dans les podcasts, mais c'est comment montrer ça, comment dire aux gens que regardez ce qu'on peut faire avec ça. C'est l'accroche en fait. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire, regarde. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a démarré un jour. C'est pas tout le monde qui va se taper une vidéo de 2 heures. Et ouais, je sais bien. Et c'est surtout quand ça fait 15 ou 20 ans que quelqu'un fait du max, je pense que c'est dur de se dire bon bah je vais me relancer dans un soft sans savoir que c'est un truc énorme. Comme ça, quoi. Ouais, bah dans Max, si tu veux. Par Après, il y a aussi la façon de présenter ces fonctionnalités qui compte beaucoup, je pense. Hein. Après, il y a ce que tu montres aussi, ouais. Ouais. Mais dans Max, par exemple, tu vois, ta Particle Flow, qui est un super module de particules sur lequel j'ai bossé pendant très longtemps, quoi, qui est aussi super puissant de ce côté-là. Donc chaque soft, si tu veux. Mais rien que Particle Flow, par exemple, dans lequel on peut pas avoir de la vraie. Enfin, si je me souviens bien, peut-être que je me trompe, mais nous on avait des cours là-dessus. On peut pas, il n'y a pas de moteur réel physique dedans, par exemple. Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire que de la particule. Ouais. Donc rien que ça, oui, mais rien que ça, déjà, pour moi, c'est une aberration. C'est vrai. Les particules, on s'en sert presque quasi tout le temps avec la physique. Bah, le problème de Max, c'est qu'ils ont viré Reactor aussi. Hein. C'était peut-être pas une très bonne idée, quoi. Hein, tu vois. Bah, dans Blender aussi, non Non, alors ouais, mais c'était pas la même chose. Reactor, si tu veux, dans Max, c'était un système dans lequel tu avais des soft body, des rigid body, des close, enfin des ropes, donc des cordes. Il y avait tout un tas de trucs comme ça. Et à partir de la 2007 ou 2008, si je ne dis pas de bêtises, ils l'ont dégagé en fait. Voilà, donc du jour au lendemain, tu pouvais plus ouvrir tes scènes, donc c'était un peu dommage. Les gens devaient bien chialer, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et à l'époque, la réponse c'était, mais en fait personne l'utilise, donc on l'a viré. Donc bon, c'est assez rigolo de voir des choses comme ça. Pourtant, quand t'achètes Maya, ils te filent maintenant des logiciels de compositing, je sais plus comment il s'appelle le truc. Composite, ouais, qui est l'ancien Toxic en fait. Ouais. Et t'en as rien à foutre. Bah Toxic, le problème, si tu veux, c'est que c'est un truc qui était un peu mordé et qu'on n'a jamais vraiment su où il allait se positionner. Au début, c'était livré avec un bundle serveur. Après, ils en ont fait une version standalone. Moi, j'avais commencé à regarder dedans parce que je faisais beaucoup de shake à l'époque et je commençais à me mettre à nuke. Et du coup, je me suis dit, merde, il y a 20 notes, quoi. Tu vois, c'était un peu compliqué. Et bon, là, ils ont filé Match Mover aussi, sur lequel j'ai bossé quand il est sorti à l'époque, il y a très longtemps. Donc, mais bon, le problème de Match Mover, c'est que depuis que Realviz a malheureusement été racheté par Autodesk, parce que je connaissais bien les gens de Realviz, et du coup, c'était des gars vraiment super cool. Et bon, il n'a pas évolué depuis, parce que les gens de Realviz sont plus dans la maison, quoi. Donc, le tracker de Blender, il est super puissant. Ah moi qui fais beaucoup de tracking 3D,
si tu veux, je serais tenté si tu veux que je te fasse un classement purement personnel, hein, j'insiste bien là-dessus, purement personnel des trackers 3D, je mettrais en premier Cintize, qui est pour moi le top du top. C'est parce qu'ils utilisent dans un tuto CMI VFX, si je ne m'abuse. Si, tout à fait. Ouais, Cintize, quand j'ai commencé à m'y mettre, j'ai dit, ça y est, je les ai tous testés. Hein. J'ai fait du Boujou, du PF Track, du Match Mover, du Cintize, du machin. Et si je devais les classer, je mettrais Cintize en premier, et juste en dessous, je mettrais Blender en fait. D'accord. Ouais. Parce que Blender, il y a quand même l'avantage d'avoir tous les algos qu'il y a, genre comment ça s'appelle, l'hybride, rien que genre juste pour traquer, c'est genre juste hyper simple quoi, faut pas soft quoi. Maintenant il y a un planar tracker aussi qui te permet directement de faire du tracking corner, enfin plein de choses comme ça, donc je peux vous montrer si vous voulez par exemple un truc sur lequel j'ai fait joujou l'autre jour. Puis même attribuer des curves aussi au tracker pour par exemple faire de la rotoscopie, c'est pratique aussi. Mais il y avait un mec il y a pas longtemps qui avait posté une vidéo il avait un drone et il voulait prendre comment dire une vidéo avec une stabilisation etc et faire un tracking je sais plus pourquoi et il disait en 2 jours j'ai demandé aux devs de Blender de me faire ça, ils me l'ont fait quoi. Ouais, bah si tu veux, là je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas le droit de vous le montrer, mais tu parles d'image de drone, mais du coup j'ai essayé de refaire un truc avec un plan à moi, tu vois, où c'était un plan que j'avais tourné initialement pour faire du tracking 3D, tu vois, et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que là il y a une caméra, donc si je vire par exemple cet élément là, tu vois, qui est là, qui reprend du coup le mouvement d'origine, tu vois, mais en passant par un autre logiciel externe qui s'appelle, alors il y en a 2, il y a Visual SFM et il y a Bundler, avec une reconstruction de ce qu'on appelle les dance points. Rien qu'avec cette vidéo, tu vois, j'ai été capable de recréer ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu as la pièce, tu vois, avec des espèces de blobs, hein, tu vois, mais tu es capable en fait, tu vois, d'avoir une reconstruction à peu près de la pièce. Et Blender ici fait du camera mapping, c'est-à-dire que il reprojette, si tu vois, attends, je vais essayer de me mettre à travers à travers la caméra. Tu reprojettes en fait, si tu veux, l'image que tu as filmée sur la surface. Alors tu vas me dire, à quoi ça sert? Ben, simplement que comme tu as ici une représentation très pourrie, si tu veux, de la personne qui se trouvait là. Ici, tu vois, j'ai mis une sphère sur le sol. Et ce que je fais, c'est que j'ai mis un shader réflectif là-dessus. Et quand je lance du coup le rendu, regarde bien, tu vois, j'ai la personne qui se reflète dedans. Mais géométriquement parlant, c'est correct. Parce que j'ai une vraie géométrie ici qui fait que le pixel qui est là se reflète dans la sphère qui est là. Tu vois. Donc du coup, tu peux après recréer un nuage de points. Alors je passe par Visual FSM ou Bundler, ça dépend. Et avec deux autres softs aussi que j'ai là qui s'appelle Meshlab et un autre que j'ai découvert dernièrement qui s'appelle Cloud Compare. Tu peux à partir d'un nuage de points recréer un mesh comme ça avec les textures dessus. Tu vois. Donc ça te permet, tu vas pas l'utiliser si tu veux pour directement rendre ces trucs-là, mais pour des réflexions, tu vois, c'est-à-dire véritablement avoir l'élément qui se reflète dedans. Et là, si tu veux, avec Blender et ces deux logiciels-là, tu refais ce que fait le Cloud Generator de Nuke, en fait. Parce que Nuke est un système de tracking 3D avec un Cloud Generator derrière. Et le Cloud Generator a la possibilité, ou dans Nuke 6.2 avec l'algorithme de Poisson, ou dans Nuke 7 avec un autre algorithme, de te refaire un mesh sur lequel tu fais du camera mapping. Donc là, j'ai refait exactement la même chose, mais juste avec des logiciels libres, en fait. Tu vois. Donc c'est exactement le même système, c'est-à-dire que là, tu vois, on parle de FX, clairement, là, il suffit que je mette un robot, tu vois, gesté à côté, même si le robot est réflectif, l'environnement va se refléter dans le robot, tu vois, directement. Donc ça permet, tu vois, avec du tracking 3D en plus et ce genre de choses, de faire des incrustes, plus une map HDRI, plus du cycle, plus du machin, enfin tu vois, après faut en rajouter un paquet, plus des smokes, plus des machins, là tu peux vraiment faire des FX qui commence à avoir un niveau très pro, hein, tu vois. Le système de caméra mapping dans Blender marche super bien, c'est vraiment super bien gaulé. Tu peux même faire du coup plusieurs caméra maps, parce que là qu'est-ce qui se passe en fait, tu te rends compte que tu as du coup cette surface très hybride, tu vois, et la caméra filme mais en même temps elle projette comme un vidéo proj, mais tu pourrais très bien avoir en fait 4-5 caméras ici qui projettent chacun leur image, et après tu fais des mélanges avec des white paints, tu vois. Donc tu vas peindre directement, donc ça veut dire que tu vas prendre par exemple des photos, tu vas faire du photomodeling et du phototexturing. C'est-à-dire que le tracker 3D va te reconstituer si tu veux ta scène, et toi derrière tu vas créer des proxys et reprojeter les images directement dans Blender.
Donc ça veut dire que là, tu te recrées si tu veux, et je rebondis par rapport à ça sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux. Tu fais un bake et puis tu envoies ça dans Unity et tu as fait un jeu avec simplement des photos que tu as pris, quoi. Et tu as recréé des... Ouais, tu te fais une skybox, une cube map. Une skybox ou carrément les bâtiments, quoi. Tu te refais les Ah ouais, bâtiments, non, quoi. c'est clair. Ouais, tu te refais les bâtiments avec les maps dessus. Tu peux après éventuellement savoir si tu sais d'où vient l'éclairage, ressortir la map d'Albedo sans l'éclairage. Enfin bon, tu vois, tu peux faire tout un tas de trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très très intéressant, tu vois. Voilà, moi, je fais beaucoup d'expérimentations comme ça, tu vois, pour voir ce que ça fait. Et il y a énormément de trucs à faire. Et voilà, quand j'ai commencé à faire du tracking 3D et de la reconstruction sur Nuke, la première chose que je me suis demandé quand j'ai fait du camera mapping, c'est comment faire la même chose dans Blender, en fait, tu vois, parce que dans Nuke ça marche super bien, hein, c'est vraiment un super soft, mais je me suis dit où est l'alternative, voilà, c'est ça. Et l'alternative c'est ça, c'est camera mapping dans Blender et éventuellement reconstruction de Cloud Generator dans un soft externe. Et surtout, l'avantage, encore une fois, c'est qu'on bouge pas de soft et qu'on est dans le même soft. C'est ça. C'est-à-dire Là, qu'une fois qu'on a traqué ouais. le truc, on fait sa modée, on fait son compositing, on sort ses maps, ses masques, etc. Tout est dans le même soft. Ça, tout est dans le même soft. Ouais. Là, tes proxys, la recréation de proxy, la projection de map, même le painting hein, que tu peux faire dedans, tu vois. T'as une tablette, le module de painting, maintenant il te permet directement de faire des retouches sur tes maps. Il y a le mock qui va sortir. Là, je sais oui, pas comment ça s'appelle, tout à fait. Moaz ou quelque chose. Oui, c'est ça, ouais, avec des outils de painting. Ça va être impressionnant, ça va être... C'est super bien gaulé, ouais. Quand tu vois le truc, c'est super impressionnant. Ça, j'attends avec impatience. En fait. Alors, je vais vous montrer un autre système que j'utilise beaucoup quand je fais de l'habillage de chaînes et des choses comme ça, qui s'appelle le Cade, en fait. Alors, le Cade n'est pas du tout dynamique. C'est pas du tout fait pour faire... si vous mettez des force fields et des choses comme ça fera que dalle. Mais c'est fait pour faire de l'interpolation d'un système de particules sur un autre, en fait. Par exemple, ici, j'ai ma tête de singe, là. Alors, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais mettre la tête de singe à droite, et je vais mettre voilà, une sphère à gauche, par exemple. Et je vais créer un système de particules là-dessus, que je vais passer en mode Cade. Et ici, le deuxième système de particules qui est ici, je vais le mettre en mode no physique. Alors le no physique, c'est quoi? C'est simplement que quand on va lancer la génération des particules, les particules sont créées sur la surface, mais elles tombent pas, elles sont pas projetées, elles sont, voilà, les normales vont rien changer si ce n'est l'orientation éventuellement des particules, mais leur position non. Et ce que je vais faire pour bien les visualiser, c'est que je vais les générer entre l'image 1 et l'image 1 de manière à ce qu'elles soient toutes là. Voilà. Là, on voit les points qui sont générés là-dessus. J'ai généré 1000 particules de ce côté-là, c'est fait exprès, et là justement vous allez voir c'est un des avantages du système de Blender qui peut être un désavantage parfois, mais là c'est un avantage, c'est de dire je sais à la fin combien j'en aurai et sur la totalité de l'image combien j'en aurai, j'en ai 1000. De l'autre côté je génère aussi 1000 particules, mais ce que je vais faire c'est que je vais le passer lui en mode Cade. Donc celui-ci c'est la target, ma cible, le système de particules vers lequel je veux aller, et lui le Cade il va tendre pour emmener ces particules vers chacune de ces consoeurs qui se trouvent de l'autre côté. Vu que j'en ai 1000 et 1000, chaque particule a sa sœur jumelle en fait de l'autre côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc maintenant ici des étapes de transition, lui dire ok, tu as généré 1000 particules, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles partent de ton système de particules, c'est la raison pour laquelle ici j'ai particule système, c'est lequel, c'est le mien, et je vais vers le particule système de Suzanne, c'est-à-dire le singe qui se trouve ici. Ronan, il m'avait montré ça. Et du coup, ce qui est intéressant maintenant, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ici lui dire, alors, je ne sais pas si ça va se voir directement, je vais lancer, si voilà, on le voit, tu vois, cette fois-ci, il envoie des particules qui, chaque particule a un identifiant, hein, la 1, la 2, la 3, jusqu'à la 1000, et va se projeter en fait vers sa copine d'en face qui a le même numéro que elle. Et si je bouge ici le truc, tu vois, on peut le voir ici, ça va suivre parce que ça n'est pas dynamique. Donc ça veut dire que tes objets, tu peux les animer en cours de route. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on ait ici un système qui n'est pas interpolé, la normale qui va se trouver ici, tu vois, va projeter quand même les particules plus loin. C'est-à-dire qu'elles vont partir non pas en ligne droite, mais en partant, tu vois, éjecté sur le côté avec une puissance de 15, donc 15 unités Blender, hein, et du coup, tu vois, ça va partir d'abord en arc de cercle et repartir de l'autre côté. Si je change de mode de visualisation ici, par exemple, et que je passe en line, voilà, avec le speed et le trail, qui va être là, voilà, on les verra un petit peu mieux. Voilà, là, on peut voir les changements d'orientation, tu vois. Ce qui est marrant avec ce truc, et c'est là où jusqu'à maintenant j'ai jamais vu ça dans aucun autre soft qui fait des particules, et c'est là où je m'éclate, c'est que par exemple ici je vais remplacer ici les trucs par des cubes, voilà, je vais les mettre là, et puis je vais le mettre un petit peu plus loin, voilà, ici, et je vais passer en mode shading de type solide, j'augmente un peu la taille, et là on peut voir un truc, c'est que
Déjà, je peux cacher la cible de manière à ce que les particules ici partent et aillent de l'autre côté. Comment je peux cacher éventuellement l'élément de base? Parce que si je cache ma sphère, les particules se cachent aussi. Tout simplement en décochant émetteur. Je vais quand même le voir dans le viewport. Ce serait bien si à la limite on pouvait plus l'avoir. Ça fait partie des requests que j'aurais, par exemple, tu vois. Que quand on décoche émetteur ici, ils disparaissent là, mais il sera pas visible au rendu. Au rendu, tu ne l'auras pas. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que les particules, tu vois, dès qu'elles arrivent à leur destination, elles meurent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vitesse à laquelle elles vont se déplacer dépend de leur durée de vie. Si elles ont une durée de vie de 20 images, elles vont faire le trajet en 20 images. Et elles seront émises entre l'image 1 et l'image 200. Si je mets par exemple une durée de vie à 100, ça veut dire que les particules vont mettre beaucoup plus de temps pour aller à leur position de destination. Le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont arrivées, elles meurent, donc elles disparaissent. Et là, il y a le mode ultime pour moi de Blender, c'est deux options qui s'appellent Unborn et Died. Died, c'est quand vous êtes morte, vous disparaissez pas, mais vous restez sur place. C'est-à-dire que tu vois, elles vont aller s'accumuler de l'autre côté pour recréer en fait la tête de Suzanne. Ça se verra un peu mieux si je réduis la taille des particules. Donc elles vont recréer la forme d'origine. Et ici, il y a Unborn, c'est-à-dire les particules qui ne sont pas encore nées, elles sont déjà en place sur la sphère. Tu vois. Donc ça veut dire qu'on a du coup un nombre de particules qui sont fixes dans le temps. Elles sont déjà nées dès le départ, mais elles sont fixes, elles attendent de partir. Et ensuite, quand elles arrivent, elles se stoppent, tu vois, pour recréer du coup le visage de Suzanne que j'avais là, quoi. Donc ça veut dire que c'est vraiment 3D, quoi. Bah, c'est ça, Morphing 3D. c'est une sorte de morphing. Alors il y a un add-on qui permet de faire ça où c'est carrément les polygones qui s'arrachent pour reconstituer les autres de l'autre côté, tu vois, et ça morphe entre les deux et ce genre de choses. Mais là, si tu veux, si tu as envie, le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Excuse-moi, juste parce que il y a Ronan qui nous dit si tu veux plus voir en fait l'émetteur, tu coches Only Render. Ah ouais, très bien. Et ben voilà, j'ai appris un truc. Oh, ah non. Attends, ah si. Ah non. Attends. Ah. T'as recoché le truc, non? Attends, bouge pas. Je coche Only Render, je me mets là-dessus. Attends, je le sélectionne déjà pour être sûr. Et je décoche émetteur. Attends, la Suzanne est cachée. Et quand je me mets en Only Render, il est encore là pour moi. Mais je ne sais pas. Peut-être que chez lui. C'est Ronan qui dit conneries. Non, mais peut-être que chez lui ça marche. Ronan est sous Linux. Là, moi je suis sous Windows, c'est pour ça. Donc il y a peut-être des petites différences. Mais je suis dans le master. Ah ouais, c'est pour ça. Il a une version d'avant sur moi. Moi j'ai pris l'officiel du coup. C'est pour ça. S'il a la dernière version qui date de la compile d'hier, c'est peut-être ça qui a été rajouté. Mais c'est cool parce que comme ça, tu vois, j'ai même pas besoin de faire la request, ils l'ont déjà faite avant que je la pose. C'est bien. C'est du temps réel. De toute façon, je sais pas si vous suivez, les mises à jour de Blender. Sur Google Plus, il y en a qui enfin, j'ai un truc dont j'ai donné le lien tout à l'heure, et en fait, il les indique à chaque fois, enfin, guide, nouveautés, etc. Et par jour, c'est impressionnant les nouveautés qu'ils nous mettent dans Blender. Le nombre de commits. Ouais, voilà. Genre là, maintenant, on va pouvoir, dans les vues en bas, toi, tu as ton objet mode en bas, ils ont ajouté une option pour collapser les menus, par exemple. Ouais. Oui, il y a un gros boulot sur les tabs en ce moment où par exemple le sélecteur là-haut qui permet de passer entre les workspaces, ça va peut-être devenir des tabs qui sont en haut en fait, sur lesquels tu pourras directement cliquer. Ça c'est pas une mauvaise idée. Autant je suis très circonspect sur les espèces de tabs qui est à gauche, là je t'avouerai que je suis pas hyper fan, autant le coup des tabs là-haut pour switcher de workspace et les layouts, c'est pour le coup je trouve ça une super bonne idée parce que si tu regardes comment il fait Modo par exemple, c'est carrément comme ça quoi. Donc t'as tous les workspaces qui sont les uns à côté des autres et c'est vrai que c'est assez plaisant quand tu bosses sur Modo d'avoir directement tes trucs ici plutôt que de passer par le menu, même si avec contrôle flèche droite et contrôle flèche gauche, tu vois, tu peux passer d'un truc à un autre. Donc après il faut les classer dans le bon ordre, tu vois, en fonction de tes habitudes. Tu vois, je connaissais pas ça. C'est contrôle flèche droite et contrôle flèche gauche en fait pour passer d'un workspace à un autre, tu vois. Donc c'est sur Mac. Ouais. Ça te permet, c'est ça. Ça te permet en fait, tu vois, de faire ça quoi. C'est comme le contrôle espace sur Mac, ça marche. Non, je suis sur PC, ouais, je suis sur Windows, mais ça marche sur toutes les versions ça. Tiens, d'ailleurs, une petite question. Comment tu fais pour avoir ton viewport aussi clean? Moi, c'est super aliasé quoi, même en mettant les options. Écoute, je ne sais pas. Je crois que c'est parce que dans les paramètres de ma carte graphique, sur ma GTX 780, je crois que j'ai laissé l'anti-aliasing par défaut, donc il doit être anti-aliasé en fait.
Il y a des chances. Mhm. Ouais, Ouais, ça doit être à ça. ça. Sinon, tu peux le Parce que forcer dans les préférences, en fait. Ouais, c'est ce que Voilà, j'ai fait, mais il y a tu peux pas le mettre pour là-dedans. démarrer, etc. Bah, en fait, il y a- ouais, mais si dans les paramètres de ta carte graphique, t'as désactivé en forçant la désactivation du full screen anti-aliasing, le FSAA, il marchera pas. Parce qu'en fait, la seule chose que fait Blender, c'est qu'il commande la carte graphique pour que ce soit la carte graphique qui s'en occupe. Si dans tes drivers, si tu as une Nvidia par exemple, si dans les drivers de Nvidia, tu as déconnecté le full screen anti-aliasing, il marchera jamais. Même si tu l'actives dans Blender. Donc c'est peut-être de là que vient ton problème, quoi. D'accord, ok. Je vais et essayer de m'occuper de ça alors. Et tu vois, regarde, ce qui est intéressant, par exemple, sur les trucs comme ça, c'est que là, j'ai que des cubes. Mais si par exemple, je sors, alors justement, là, je vais commencer à parler un petit peu à Dodd avec le cell fracture qui va se trouver ici. J'ai donc le cell fracture qui est activé maintenant ici. Je vais générer dans ce cube ici un autre système de particules. Voilà, mais cette fois-ci en volume et en mode random aussi. Avec, on va dire, allez, je vais dire une bêtise, allez, 100 particules à l'intérieur. Donc si je passe maintenant, notamment en mode statique, on peut voir que, et que je demande que les particules soient émises entre l'image 1 et l'image 1, donc en fait de manière complètement immédiate. Allez, je vais en mettre 200. Je vais avoir 200 particules à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai activé la donne cell fracture. Je vais lui dire que je veux générer des particules à partir de ses propres particules, donc les own particles. Et je passe le source limit à 0, parce que sinon, comme il était réglé à 100, il va s'arrêter au bout du centième et il va pas me faire mes 200 fragments. D'accord. Et je décoche ici le show progress real time, parce que si je le laisse cocher, je pense que d'ici 20 minutes, il n'aura pas fini. Alors que si on décoche ça, ça va se faire relativement rapidement. Là, du coup, il a fini de préfracturer mon élément, et ici, dans le layer qui est juste à côté, il m'a fait en fait mes différentes fractures, tu vois, qui vont se trouver ici. D'accord. Maintenant, ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes ces fractures-là. J'appuie du coup, j'ai permis, excusez-moi, voilà le screencast avec Manuel Sen. J'appuie sur CTRL-G pour en faire un groupe, donc c'est la raison pour laquelle ils sont verts. Je passe ici en mode groupe et je vais renommer ce groupe débris par exemple, qui va être là. D'accord. Il n'y a pas un raccourci qui permet d'avoir avec une petite pop-up tous les groupes? Pour moi, à chaque fois, je passe là-dedans. Il y en a peut-être un, mais je le connais pas. C'est peut-être un add-on parce que c'est super pratique ça. Je crois avoir vu, je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une connerie, mais je crois avoir vu un petit truc où il appuie sur un raccourci, il a une pop-up qui arrive, il a tous ses groupes et le dernier groupe étant sélectionné. D'accord, alors je sais pas, je le connais pas celui-là. Moi à chaque fois je passe par là du coup, ça me permet de les avoir directement. Et du coup, comme on a généré un groupe qui s'appelle débris, je reviens dans mon layer d'à côté. Donc lui maintenant en fait son système de particules me sert plus à rien, hein. Il était juste là. D'ailleurs le cube lui-même me sert plus à rien en tout. Et ici donc j'ai mon fameux système de particules qui va jusqu'à la Suzanne, hein. Je vais réafficher la Suzanne pour qu'on voit bien les deux éléments. Donc j'ai mes particules qui font ça, et maintenant dans la visualisation, c'est-à-dire il faut bien différencier la trajectoire des particules et ce que sont les particules au moment du rendu, je vais pas prendre un objet mais je vais prendre un groupe. Et là cette fois-ci je vais chercher mon groupe débris, et là j'ai un truc qui s'appelle pick random, c'est-à-dire que parmi les 200 fragments que j'ai, je vais lui demander d'aller en fait chercher au pif un fragment dans la bibliothèque. Donc du coup tu vois, il va venir me constituer mon élément ici avec à chaque fois un fragment différent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si à un moment il y a un fragment dans le lot qui est vraiment très représentatif, comme les histoires des bestioles dans Starship Troopers, où il y en a une, tu vois, qui est vraiment... les grosses, elles doivent pas ressortir assez souvent. Il y a l'use count, tu vois, où tu as ici en fait la liste. Donc là j'ai mes 200 fragments, et je vais dire par exemple que le 199, il a, tu vois, 10 fois plus de chances de ressortir que les autres. Voilà. Donc ça veut dire que celui-là, tu vois, il sera beaucoup plus présent en fait dans mon truc, alors que si je laisse les valeurs à 1, bah du coup j'ai statistiquement autant de chances que l'un ou l'autre sorte. Donc si par exemple, tu vois, je reprends le cas de ma photo, les 1500 photos dont je te parlais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un groupe de mes 1500 photos, j'ai utilisé ce truc-là, et puis si à un moment on me disait, ah ouais, lui c'est le patron du département, il faudrait qu'il revienne 2-3 fois, bah j'augmente le use count, quoi. Tu vois, arnaque de la hiérarchie. Tu vois là, s'il faut être politiquement correct, tout ce genre de choses, j'ai qu'à utiliser le use count, quoi. Donc tu vois, t'as un énorme contrôle sur ce genre de truc, sur le random size aussi, qui du coup tu vois te permet de mettre encore plus de variations dans les fragments, parce que là bah, cette fois-ci chaque élément va se baser sur la taille de la particule d'origine, qui lui-même peut être varié par une map, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc tu vois, tu peux avoir
énormément de différenciation. Et au final, dans la tête de Blender, au moment du rendu, qu'est-ce qu'il y a? C'est 200 fragments, tu vois, dont le nombre de polys est ridicule, quoi. Tu vois, là, et le moteur de rendu et les cartes graphiques sont capables de supporter ça, quoi. Donc ce qui est rigolo, si tu veux, c'est que, imagine que tu as un crash de vaisseau ou un truc comme ça, et bah tes particules en mode newtonian, par exemple, que tu vas éjecter, ou même en mode fluide, parfois, de manière à ce que les fragments se répulsent les uns les autres, alors qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas véritablement de collision de rigid body. Tu vas pouvoir répulser des fragments dans tous les sens. Et un truc qui est encore plus intéressant, par exemple, quand tu vas faire du newtonian, alors attends, je ne devrais pas te dire de bêtises, je ne crois que tu n'y as pas accès. Alors ouais, un premier truc déjà, tu vois, il y a un paramètre qui s'appelle les children qui va se trouver ici. Là aussi, c'est toujours dans une optique de partitioning, c'est-à-dire que chaque particule va générer des enfants autour d'elle. Tu vois, c'est-à-dire que si je me rapproche d'une particule ici, voilà, je mets le children en on. Alors le interpolated, ça s'utilise pour les cheveux, c'est-à-dire qu'on a des cheveux guides et on va interpoler des milliards de cheveux entre deux cheveux guides. Okay. J'ai fait un type dessus. Exactement. Alors que là, le simple, tu vois, tu vas pouvoir dire que tu vas avoir en roundness à 100 avec un radius, voilà. C'est-à-dire qu'autour de chaque particule, tu vas avoir... Alors, faut faire super gaffe. Au display, il y a 10 particules qui sont générées, mais au render, il y en a 100. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, oh, la carte graphique, elle supporte, et j'envoyais le rendu, et ma machine, elle se gaufrait, quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais que 6 Go de RAM, et donc, le truc, il en pouvait plus, quoi. Et donc, et puis surtout, les temps de rendu étaient très longs, donc, faut faire gaffe, si on veut avoir exactement la même chose que dans le viewport, de passer aussi le render à 10, sinon c'est super lourdingue. Et là aussi, c'est pareil, regarde, sur les enfants, tu as la notion de random. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, très rapidement, là, tu as des centaines et des centaines de fragments, même pour faire du motion design, hein, pas forcément des FX, tu vois, qui vont se diriger et s'agglomérer pour représenter du coup l'objet qui va, là tu peux créer une statue, faire une silhouette, si tu remplaces ça par des grains de sable avec juste un petit shader, tu vois, dans les tons jaunâtres orangés, tu dégages des milliards de grains de sable et tu refais le Sandman de Spider-Man 3, quoi. Tu vois. Donc, ouais, bah ouais, c'est Ça a vrai. l'air simple comme ah ça. ouais, non, mais voilà, si tu veux, ça a l'air simple, mais d'un autre côté, tu vois, j'ai pas mis 3 heures à mettre en place une scène dont la complexité visuelle, en tout cas, pas la complexité de mise en place, mais la complexité visuelle, tu vois, est très très importante, quoi. Donc là, avec l'ambient occlusion qui passe dessus, et là, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que chaque enfant a différents modes comme le curl, le radial, le wave, le braid, pour par exemple avec le curl tourner de manière spiraloïde autour de leurs parents, au radial c'est-à-dire en fait avoir de mouvements enfin wave c'est sinusoïdal, radial ça va s'écarter, revenir, et braid ça fait des tresses en fait, tu vois, c'est-à-dire que ils vont se passer les uns sur les autres, quoi. Donc Alors que, mais ça, c'est des notions, ça, c'est des notions d'animation, alors que dans les cheveux, c'est pas animé. alors dans les cheveux, tu peux les animer ces trucs-là éventuellement, mais là si tu veux, ces trucs-là normalement à la base c'était fait pour les cheveux. Tu vois par exemple les tresses c'était fait Ouais. pour les cheveux, quoi. Mais Ouais. en fait tu peux les utiliser pour qu'au cours du temps, tu vois, ils tournent autour d'eux. Tu vois, D'accord, donc en fait, quand tu utilises un système de particules non cheveux, entre non guillemets, cheveux, ouais. c'est des représentations de mouvement, en fait. Tout à fait, c'est des représentations de mouvement au cours Mhm. du temps en fonction d'une certaine fréquence et d'une certaine amplitude. C'est pour ça qu'à chaque fois tu vas retrouver ces deux trucs-là. Mais en plus, tu as un truc par exemple, tu vois, qui s'appelle le clump, que tu peux animer aussi dans le temps, qui dit qu'au cours du temps, les enfants, par exemple, au début de leur génération, vont être proches du parent, et puis vont s'écarter au cours du temps, et éventuellement se rétrécir à la fin en fonction de la shape. Enfin voilà, tu vois, il y a des valeurs positives ou négatives pour rapprocher les enfants des parents ou écarter les enfants des parents, quoi. Donc en fonction de l'endroit où tu vas. Et tout ça C'est est extrêmement puissant. et tout ça est animable dans Ouais, le temps, c'est- donc tu vas pouvoir avoir une espèce de complexité visuelle, tu vois, quand j'ai fait beaucoup de cinéma 4D à une époque aussi, et je faisais du MoGraph et des choses comme ça, tu peux retrouver à certains égards ce que peut te faire le MoGraph, tu vois. Visuellement parlant, pas du tout dans la mise en place, parce que ça n'a rien à voir. Le MoGraph, il a des réplicateurs avec des générateurs de mouvement, des générateurs de réplication, de décimation, de trucs comme ça, mais visuellement, tu vas avoir quelque chose de très proche de ce que te propose le MoGraph, mais avec des particules et des instances de particules, tout ça pour des temps de rendu quasiment inexistants. Enfin, tu vois, c'est là, tu vois, si je mets une caméra comme ça et que je lance un rendu, j'espère que, voilà, tu vois, il a fini, quoi. Bon, il n'y a pas de shading, mais tu vois, là, je suis en quart de HD, voilà. Allez, je vais être gentil, je vais mettre un sun, tu vois, histoire de dire, voilà, je vais le mettre là, et puis j'envoie la sauce, voilà.
Tu vois, ça m'a pris. Alors attends, ça m'a pris 1 seconde 70, mais ça c'est parce que j'ai pas encore amélioré mes tilings. C'est-à-dire que si par exemple je te fais un truc de 1020, 1900, donc comme j'ai 8 corps, ça va faire un 1080 divisé par 4. Je te fais ça, pouf, voilà, je suis descendu à 1 seconde 19. Tu vois, On va montrer ça à un Maxien. tu vois, 1 seconde 19 pour Ouais, avoir mais ça, quoi. t'as pas de GI, t'as pas de lampe. Non, mais rien, là. tu peux en avoir. Si, j'ai un spot. Alors, si tu bosses dans le Blender Renderer, déjà, tu peux baisser si tu veux la puissance de ton sun, c'est-à-dire que tu vas l'avoir par exemple avec un factor à 0,5. Là, par exemple, tu vois, voilà, ça c'est de l'ambient occlusion made in Blender Internal. Il y a un peu trop de sun là, il faudrait que j'en enlève. Sinon, ce que tu peux faire, et c'est là où ça va être rigolo, c'est que tu te mets. Alors, je vais réduire un petit peu la fenêtre parce que avec tous les trucs qui tournent pour la capture et tout. Attention, voilà, attention que ça plante pas. Que ça plante pas le truc. Mais bah, à la limite, tiens, regarde, je vais pas faire de l'interactive rendering parce que sinon ça va être lourdingue. Et je vais simplement me mettre comme ça. J'ai pas mis de shader donc je devrais pas avoir de problème. Je vais juste virer le sun, tu vois, comme ça. Voilà. Passer en GPU, allez, tentons le truc. Et puis, je vais ici te mettre juste dans les paramètres de scène, bah, de l'ambient occlusion. Voilà, il y en a déjà. Et si je te lance ça, voilà. Là, tu vois, c'est le calcul avec Cycles, avec au final pas beaucoup de samples, hein, tu vois. Mais là, j'ai 4 secondes 77. Allez, si j'augmente le nombre de samples, on va dire, je t'en mets 50. Voilà. Alors après, faudrait régler le clamp, faudrait régler les paf pour optimiser les calculs. Hein. Là, je vous fais vraiment ça out of the box, quoi, tu vois. Là, du coup, je devrais avoir quasiment plus de grains dans les parties d'ambient occlusion assez denses, telles qu'on va les avoir sur la droite ici. Voilà. Donc là, je suis en Full HD, tu vois, et ça va me mettre, voilà, il a fini, 16 secondes 57. Et c'est pas optimisé, hein. Je peux optimiser, hein. Franchement, je peux le descendre à quasiment moins de la moitié, là, j'en suis sûr. Et ta configuration matérielle, c'est quoi pour ça? Alors, c'est une GTX 780 pour le GPU, et c'est des Core i7 4700 et quelques. C'est une caisse qui a quasiment moins de 3 mois, hein. Donc, puis j'ai mis le paquet, là, pour le coup, tu vois. Donc, Et t'as pas pris de Titan? Ah là là. non, j'ai pris la petite sœur de la Titan. J'ai pris la 780. Comme ça, je pourrais m'en acheter une deuxième dans 2 mois. Tu vois. Moi j'ai deux 770. Voilà. J'ai préféré acheter 32 Go de RAM, comme ça, je suis sûr de pas swapper. Tu vois. mais voilà, tu vois, sur ce genre de truc, tu vois, là, visuellement, tu vois, tout de suite, t'as un truc hyper complet. Et tu vois, j'ai pas encore de texture. Tu vas nous faire un bon petit tuto. Tu vois. Donc là, il y a vraiment énormément de choses à faire à partir de ça. Et pour un truc, je te disais, qui est, tu vois, qui est en plus de ça interpolé par rapport à la position, quoi. Donc là, tu peux vraiment te faire, encore une fois, hein, ce qu'il faut faire éventuellement, c'est disparaître, si tu veux, les particules de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut par exemple réassigner les numéros des faces. Alors ça aussi, ça c'est vachement sympatoche parce que réassigner les numéros des faces, si tu veux, sans script dans les autres softs, c'est un peu le bordel, quoi. Alors que là, tu peux très bien avoir, imagine, voilà, un truc comme ça que je vais subdiviser. Un petit peu plus, et il y a une option que j'adore, par exemple là-dedans, je vais aplatir le modificateur, c'est le sort face, c'est-à-dire que tu vas faire ça là-dedans, et là tu as un truc, alors c'est donc CTRL F, moi à chaque fois j'utilise la fonction de recherche parce que je m'en souviens jamais, voilà. On voit pas tout là encore. Voilà, le sort mesh element, là vous le voyez, du coup j'ai appuyé sur la barre d'espace, et quand j'appuie là-dessus, en fait il me dit, tu vois, comment tu veux classer en fait les faces. C'est-à-dire, est-ce que tu veux les classer, tu vois, par rapport à ta caméra? Donc là, je vais lui dire oui par rapport au view axis. Et là, en fait, il a renuméroté les faces de l'avant vers l'arrière, ou de l'arrière vers l'avant, je ne me souviens plus. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que maintenant, quand tu vas utiliser, par exemple, un modificateur build, tu vois, il va apparaître de l'avant vers l'arrière. Enfin, ou par rapport à la position de la caméra, tu vois. Donc, ça, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux très bien, du coup, réordonner l'ordre des faces en fonction d'un point de vue. Et après, attirer les particules vers ces numéros de face qui vont du coup s'agglomérer de l'avant vers l'arrière et les faire disparaître et au fur et à mesure faire apparaître au compositing ou avec des maps d'opacité l'objet au fur et à mesure. Donc tu vas avoir des milliards de grains de sable qui vont se pointer et créer l'objet au fur et à mesure parce que les particules disparaissent pour laisser apparaître l'objet progressivement, par exemple avec le build. Tu vois.
qui va permettre de faire Ah, il y avait afficher, il y avait un petit add-on qui faisait ça. tu vois. On Là, va tu pas peux avoir le- le temps de créer tous les films que tu nous as mis en tête. Hein. Ouais. Non, mais après, je vous incite à faire joujou avec ça. Il y a vraiment des trucs formidables à créer, quoi. Mais tu vois, c'est comme le. J'avais fait il y a très longtemps pour Computer Art quand j'écrivais pour eux un tuto, par exemple, sur les murs, tu sais, laissés par les motos de Tron. Et en fait, le but du jeu, si tu veux, c'était d'avoir t'avais la moto, et à l'arrière de la moto, ce que je faisais, c'est que j'attachais un edge, juste un edge. Et cet edge, en fait, alors je vais pas vous le faire avec un edge, mais je vais simplement le faire avec un plan. Si par exemple, tu vois, tu as un plan qui est ici, et que... alors, Salut attendez, à tous. salut. Salut Matt. Je vais vous le faire avec un edge, à la limite, comme ça, tu vois, tu verras bien le truc. Voilà, ici, il y a un edge, juste un edge. Ce que je vais faire, c'est que je vais recaler le pivot sur l'edge. Donc ça aussi, ça peut être des techniques de FX pour faire apparaître des trucs progressifs ou des choses comme ça. Je vais mettre une clé, par exemple, de location ici. Un petit peu plus loin, j'avance mon edge. Donc pour l'instant, ce ne sont que des edges. Et puis ensuite, je vais mettre mon élément ici. Et là, tu vois, j'ai cet edge qui se déplace et qui va faire cet arc de cercle. Et là, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure un dupli-frame, c'est-à-dire dupliquer les objets selon des vertex ou selon des faces, un dupli-vert, pardon, là, il y a le dupli-frame. Et en fait, le dupli-frame, tu vois, il va me dupliquer ces edges qui sont ici. Alors, pour l'instant, ils n'existent pas réellement, parce que c'est juste des trucs qui sont issus de la duplication, mais il y a une fonction qui s'appelle Make Duplicable Real. Voilà, Shift Ctrl A. Et en faisant ça, tu vois, cette fois-ci, c'est des vrais edges. Et quand tu fais Oui, ce et truc- ça marche aussi pour les particules en fait. Et ça marche aussi pour les particules. Alors ouais, j'allais vous le montrer après ça, mais du coup Est-ce que tu peux t'en servir aussi pour l'anime, pour voir tes courbes d'animation tu peux t'en servir pour l'anime. Il y a un truc dedans. Alors tu peux effectivement juste activer le dupli-frame pour voir des espèces de ghosting, tu vois. Ça peut tout à fait faire ça, parce que si à la limite, tu vois, tu fais ça et que tu remets une nouvelle clé, voilà, cette fois-ci, tu as la Et pour voir tes nouvelle. courbes d'anime, il y a le motion pass dans. Il y a le motion pass qui est là-dedans, ouais, tout à fait, qui va te permettre de le générer, mais qui n'est pas dynamique, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois réappuyer sur le bouton calculate, tu vois. Donc, alors que là, à chaque fois que tu modifies quelque chose, si tu veux, le dupli-frame va se remettre en route. Donc, mais ce que tu peux faire, du coup, c'est après avec un add-on qui est fourni dedans, il y a une fonction qui s'appelle le loft. Et en fait, il va te faire une surface qui passe par tous ces trucs, et les numéros de phase vont être numérotés en fonction de la génération des éléments. Et après, avec le build, si tu veux, eh ben, tu vas pouvoir, du coup, image après image, révéler une facette de plus. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que tu avais la moto qui avançait, et j'avais fait avancer la moto sur 120 frames, bah, j'avais réglé le build sur 120 frames. Du coup, à chaque image, la moto laissait un bout de polygone en plus derrière, quoi. Tu vois. Et donc, tu refais les... Et ce qui est marrant, c'est que le mur va être généré en fonction du mouvement de la moto. Tu n'as même pas besoin de le remodéliser. Tu vois. Tu animes ta moto, tu dis ça laisse un mur derrière, et avec cette technique-là, tu génères le mur en fonction du mouvement, quoi. Tu vois, c'est ça qui est rigolo, quoi. Donc, Ouais, là, tu nous montres, comme disent les gars sur le chat, tu nous montres des trucs, j'aurais jamais pensé que Blender faisait tout ça. bah, Et pas- moi, plus je découvre, plus je me dis, putain, c'est un bon petit jouet qu'on fait joue. Ah ouais, moi j'ai fait des trucs qui m'ont bien fait marrer, tu vois. Et c'est pareil, regarde, il y a des trucs, reprenons, alors je vais rebondir sur ce que disait un des auditeurs tout à l'heure, je ne connais pas son nom. Je vais utiliser, par exemple, ici, je vire les particules children. Et là, tu vois, alors là ça marche, c'est pas mal parce que ça marche en mode CADE, parce qu'il n'y a pas d'interpolation en fonction de la dynamique. Il y a un mode qui s'appelle le pass. Et là, regarde, tu vois, tu fais en fait des courbes en fonction de ça. Alors là, pour l'instant, les courbes, elles sont pas très bien définies parce que il y a en fait dans le display ici le nombre de steps, tu vois, qui va être là. Mais ce qui est marrant, putain, c'est que génial, ça. ce truc-là, tu vois, du coup, ça va pouvoir faire des trucs comme ça. Et là, actuellement, donc déjà, tu peux t'en servir comme des R, c'est-à-dire que tu as tu sais, comme effectivement tu t'en avais expliqué dans un de tes podcasts, tu peux utiliser la primitive strand pour directement rendre ce genre de truc. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que, alors je vais virer simplement les cubes qui sont là, parce que sinon mon outliner va ressembler, ça va être le white total. Voilà, tu vois, comme ça j'ai un outliner assez propre. Mais ce qui est marrant, encore une fois, c'est que cet élément-là, si tu veux, c'est un système de particules, mais dans la tête de Blender, c'est avant tout un modificateur. Et là, tu as un truc qui s'appelle Convert, et quand tu appuies sur Convert, regarde bien, cet élément devient en fait un mesh. Tu vois. Donc c'est un mesh dans lequel, tu vois, chaque élément ici devient un vertex. Mais ce que tu peux faire, c'est prendre cet élément-là, faire en fait un Alt-C, et convertir les meshs en curves. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des meshs,
donc ça va prendre un petit peu de temps parce que il faut qu'il fasse la conversion, d'autant plus que là je fais pas de réduction de courbe si tu veux, mais tu as vu qu'il y avait un point quasiment par image, donc c'est assez énorme, hein, tu vois. Seulement regarde maintenant l'icône qui est ici dans l'outliner, il a changé. Maintenant ce truc là si tu veux, c'est des courbes. Donc ce truc là, ce que tu vois ici là à gauche, c'est les trajectoires en passe, et ça maintenant c'est des courbes. Et ce qui est rigolo, c'est que je vais les envoyer dans un, voilà, dans un layer qui se trouve à côté. Je vais créer ici une curve circle, donc juste en fait un profil. Et ça, ici, je vais dire maintenant que j'extrude en bevel le circle. Résultat, tu as fait des tuyaux. Tu vois? Et ce qui est rigolo, c'est que si tu utilises les voids au lieu d'utiliser les passes, parce que ça marche en fait, tu peux exactement faire la même chose, seulement il faut simplement qu'au moment où tu fasses ta simulation de particules, eh ben, tu fasses un bake de tes particules. C'est-à-dire que dans le système de particules ici, tu appuies sur bake, ici, excusez-moi, que je dise pas de bêtises. Merde. Ah oui, mais c'est normal, j'ai pas de bake parce que je suis en Cade, pardon, voilà. Si je passe en Newtonian, par exemple, ou en Boyd ou en quoi que ce soit, j'appuie sur bake, à partir du moment où j'appuie sur bake, je peux passer en mode pass, j'aurai les trajectoires. Ce qui est intéressant de le faire avec le mode Boyd, c'est qu'on peut très bien avoir une plaque, balancer des Boyd dans la même direction qui vont du coup avancer, mais le but des Boyd c'est de s'éviter, c'est de jamais se rentrer dedans, mais de se tourner autour. Donc du coup, si tu convertis ça en tuyaux, tu vas avoir des tuyaux qui vont tourner autour les uns des autres, mais qui s'interpénétreront jamais. Tu vois? Du coup, sur le sol, tu fais des milliards de tuyaux qui se montent les uns sur les autres, mais tu peux regarder, tu n'as jamais d'interpénétration des tuyaux. Tu vois? Et ça marche pour les fluides aussi. Parce que les fluides, leur boulot, c'est de se répulser l'un l'autre et de jamais se rentrer dedans. Donc du coup, en fonction de la taille de ton profil que tu auras ici, tu vois, tu règles la bonne taille du profil, au final, tu te retrouves avec des centaines de tuyaux par terre qui font des câbles un peu à la Akira, tu vois, dans les sous-sols, là, et t'as pas un tuyau qui s'interpénètre. Et tu les as générés en 10 minutes, quoi. Tu vois. Putain. Voilà. Avec un système de particules qui n'est pas fait pour ça à la base. Mais, non, mais franchement, ce soft est pourri, quoi. Tu vois, mais c'est ça qui est rigolo, c'est de détourner, si tu veux, les actions des trucs. Alors, dans le genre détourner les actions, tu vois, je voulais vous montrer ça aussi. C'était, alors attends, si je reviens dans mon hop, voilà ma scène de base, donc je vais tout killer, y compris mon Bezier Circles. Voilà. Je vais faire un peu de smoke parce que là on a beaucoup parlé des particules si tu veux, mais le système de smoke en fait peut être interfacé avec le système de particules. Actuellement Cycles peut pas le rendre, mais c'est pas grave dans la mesure où pour l'instant si tu veux le Blender Renderer le rend, et Cycles va bientôt pouvoir le rendre parce que ce sera bientôt inclus, je ne sais pas si c'est dans la 2.7 ou la 2.71, je me souviens plus en ce moment, je suis pas trop le truc, mais ça va être assez long déjà en temps de rendu, hein, donc voilà, il va falloir prendre en compte ce genre de choses. Bon, c'est pas encore optimisé, hein, ils en sont vraiment qu'au début de l'implémentation, donc faut faire super gaffe à ça, mais le système de smoke marche comme ça, c'est-à-dire c'est un peu similaire à ce que tu peux trouver dans Maya et ce genre de choses, hein. C'est-à-dire que tu vas avoir en fait un domaine, c'est-à-dire l'élément dans lequel va se passer le calcul du smoke, donc ça va être mon domaine, je vais l'appeler ici domaine. Voilà, j'ai toujours mon Bézier curve qui reste dans un coin là. Pourquoi il veut pas partir? Ah, parce qu'il est dans le layer d'à côté, voilà. Et si je ne suis pas dans le layer actif, je ne peux pas le supprimer. Donc j'ai un élément ici qui va s'appeler le domaine, voilà, à l'anglaise. Je vais rajouter un autre cube qui va être ici. Lui, alors je vous conseille très fortement quand vous faites des calculs dynamiques, que ce soit des particules, que ce soit des rigid body, que ce soit ce genre de choses, d'avoir des scales ici qui soient normalisés. Par exemple, tu vois ici, j'ai un scale qui vaut 1, mais si je joue ici sur le scale ici, je vais avoir un scale qui vaut 0,94 ou ce genre de choses. Dans ces cas-là, il faut faire l'équivalent d'un apply transformation dans Maya, c'est-à-dire un control A apply scale. Du coup, il a réinitialisé le scale à 1. Si vous faites des simulations dynamiques avec des trucs qui, dans la tête de Blender, n'a pas une valeur de 1 au niveau du scale, vous pouvez avoir des gros trucs bien bizarres et vous vous demandez pendant des heures d'où ça vient, quoi. Donc faut faire gaffe à ça, quoi. Ici, je vais lui dire aussi du coup que c'est du smoke, mais que lui, il amène le smoke. Donc c'est le flow, c'est lui qui va venir le ramener. Si maintenant, j'envoie la simulation, cette fois-ci, alors, lui, je ne vais pas dire que c'était le domaine, excusez-moi, donc c'est le smoke et c'est le domaine. Et là, cette fois-ci, j'envoie la simulation, je vais avoir quelque chose qui est complètement noir ici.
Pourquoi? Parce que j'ai pas rajouté de light, et il y a une assez bonne vue OpenGL qui va se remettre d'équerre dès que je vais relancer l'anime. Voilà. J'ai envie de dire, vive le quick effect. Hein. Ouais, vive le quick effect, exactement. Là, j'ai refait manuellement ce que fait le quick effect en 30 secondes, mais je voulais faire de la pédagogie. Donc du coup, tu vois, en lançant ce truc-là, tu peux directement déplacer le smoke pour faire ça. Et donc, ce qui est intéressant dans le module de smoke, c'est qu'on retrouve pas mal de notions qu'on avait dans les particules. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans les particules, on peut avoir un facteur multiplicateur de vélocité qui est que si on jette à un moment la sphère dans un coin, on jette les particules avec. Bah là, c'est pareil, on a le initial velocity qui va prendre en compte, en fait, le mouvement, tu vois, du cube. Du coup, si tu l'envoies dans ces sens-là, tu projettes, en fait, la fumée dans le sens de la vélocité, et il en va de même, en fait, pour la rotation. C'est-à-dire que la rotation va jouer aussi, bon là, il n'est pas très gros, mon truc, mais la rotation, tu vois, va jouer aussi sur la vorticité du gaz, quoi. Donc, ça va permettre d'avoir une espèce de concordance entre les deux. Si maintenant, on génère un système de particules par rapport à ça, qui va donc tomber, ici, là, on va avoir une espèce d'interaction entre le smoke et l'élément, parce qu'on a la possibilité ici de lui dire qui, dans la surface, va générer la particule. Là, on a le flow source, où il dit c'est le mesh, donc c'est le cube, en fait, qui génère le truc, pas les particules. Et là, on a le particule système, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est plus le mesh qui va le générer, mais c'est les particules, tu vois, qui génèrent, du coup, le système de smoke. Et là, la vélocité des particules va projeter les trucs dans tous les sens. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Maintenant, là où on a une limitation, c'est de se dire, alors déjà, le système de smoke, il peut être smoke, mais aussi smoke and fire, c'est-à-dire qu'il y a une génération, en fait, de feu et de smoke qui en découle. Et là, on a une limitation, c'est que si à un moment, les particules système qui sont ici, donc je vais le repasser en smoke tout court pour que ça se voit bien, si on a, et je vais réduire le multiplicateur de, voilà, d'initial velocity, qui est là, excusez-moi, c'est pas le set size, voilà, de manière à ce que ce soit un petit peu moins violent. Voilà, donc on a quand même quelque chose de directif, mais les particules ne projettent pas à 100%, elles projettent qu'à 50%. Et si cette fois-ci, on a par exemple ici, je vais dire une sphère, un truc tout con, hein, voilà, par exemple une sphère de type icosphère, pour pas trop charger la scène non plus. Donc là aussi, je réinitialise les scales à 1. Si je dis à mon système de particules que cette fois-ci, c'est plus juste des points, mais c'est par exemple ici, hop, un objet, de type icosphère, voilà, je vais y arriver, et qu'on demande que ce soit le mesh cette fois-ci, et non plus le système de particules, parce qu'on a un peu d'espoir que ce soit en fait les sphères qui sont là, qui réémettent des particules, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que il considère que c'est ce mesh-là qui est important et rien d'autre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ça qui est important, c'est que on va en fait enlever l'émission de fluide, enfin de smoke du coup, sur cet élément-là. Donc on le déconnecte complètement, on peut même carrément bousiller le smoke. Et du coup, on va le mettre à l'extérieur. Donc pour l'instant, il ne rentre pas en ligne de compte. On va générer des particules de manière random, c'est-à-dire dans tous les sens de manière assez violente. J'essaie d'y aller doucement. Alors, à la limite sans gravité même, c'est-à-dire qu'on peut carrément enlever la gravité. Voilà. Je vais pas en faire beaucoup parce que sinon on va plus les voir, donc je vais en faire un truc, je sais pas, moi. Déjà, je vais mettre le cache step à 1, et je vais mettre, allez, on va dire 50 particules à tout casser, et mise en 10 images. Avec une durée de vie qui est identique à toute l'animation, parce que ce que je vais vous montrer là, si on a des particules qui d'un seul coup meurent pendant l'animation, ça peut causer problème. On va avoir des particules qui vont partir dans tous les sens et ce genre de choses. On peut contrôler ça après, mais c'est un peu compliqué. Donc ici, je vais lui mettre en mode normal à 0 et mode random à 10. Donc si on regarde bien ce cube qui est ici, voilà, il envoie des particules dans tous les sens. 10, c'est peut-être un peu violent. Je vais mettre, allez, 5. Voilà. À la limite, je vais réinitialiser la gravité, comme ça, elles vont retomber. Voilà, comme ça. Ok, donc on a une espèce d'impulsion, pouf, d'explosion comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que cette sphère qui est là, que je vais encore une fois réinitialiser à 1% scale, je vais lui dire, ben, le module qui est là, donc cette fois-ci, je peux passer en mode halo, hein, je m'en fiche complètement, la visualisation, je m'en fiche parce que je ne vais pas l'utiliser en tant que tel. Mais cette sphère qui est là, je vais lui dire, ben, tu vas utiliser un modificateur qui s'appelle le particle instance, tu vas aller le chercher sur l'objet qui s'appelle cube, et c'est le particle système 1. Et en faisant ça, cette fois-ci, je vais avoir en fait, alors il s'est décalé un petit peu,
je vais avoir des sphères qui vont se trouver ici, d'accord? Et là, vous voyez, on a Unborn, Dead et ce genre de trucs. Donc, on retrouve un peu ce qu'on avait dans la notion tout à l'heure de particle gate, c'est-à-dire les particules qui sont pas encore nées, elles sont là ou elles sont pas là. Voilà. Et là, vous voyez, on a une explosion, donc cette fois-ci de particules remplacées par cette sphère de base. Mais l'intérêt, c'est que ça, maintenant, c'est un mesh. Et ça, c'est super important. Parce que ce mesh, maintenant, je peux le mettre à l'intérieur du domaine, qui est là. D'accord? Et je vais lui dire, après le système de particle instance, parce que l'ordre des modificateurs a une importance énorme, hein, on part toujours du haut de la pile et on descend progressivement vers le bas, je vais lui dire maintenant que ça c'est de l'inflow, et que cette fois-ci, le mesh génère, vous voyez, des particules. Donc cette fois-ci, alors il peut générer des particules, et il peut générer aussi, vous voyez, de la fumée. C'est-à-dire que si je réduis encore une fois le nombre de particules ici pour le mettre, je sais pas moi, allez 10 pour faire un truc vraiment qui va rester visualisable. Regardez bien ce qui va se passer ici à gauche dans le domaine. Voilà. J'ai 10 blobs qui partent dans tous les sens. Et c'est exactement ce qu'on utilise quand on fait des espèces d'explosions à la Transformers, là. C'est-à-dire en fait des fragments qui embarquent de la fumée et des particules avec eux derrière. Ok. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que là, les mèches qui sont ici, il n'y a malheureusement pas l'information de vitesse du mesh. C'est-à-dire qu'en fait, ça laisse la fumée sur place. Mais là où il y a un trick qui peut être intéressant, c'est que plutôt que de dire dans un premier temps, il va générer du smoke, on va bousiller le smoke ici, et on va lui dire, en fait, les sphères, elles vont générer un système de particules. Et là, c'est la grosse nouveauté qu'il y a eu depuis 2 versions, c'est que si on regarde ici, le système de particules, en fait, est émis, on le voit bien ici, d'une seule sphère. D'accord? Ouais. Et c'est là où il y a justement le super bouton qui s'appelle Use Modifier Stack, c'est-à-dire examine en fait la pile des modificateurs. Ici, on regarde ce qui se passe, il y a d'abord un instance qui va générer le mesh, et ici, le particule système qui arrive après. Donc, en demandant au système de particules de regarder ce qui se passe dans la pile, dans la stack, cette fois-ci, regarde, hop, les particules sont émises de toutes les sphères. D'accord? Et là, ce qui est rigolo, c'est que ce que ne sait pas faire Blender de manière, normalement, les réacteurs n'existent plus, Ronan en pleure encore, là, si tu veux, tu te refais les réacteurs. Donc voilà, c'est-à-dire des particules qui génèrent des mèches, qui génèrent des particules, qui éventuellement génèrent des smokes. Parce que tu peux lui dire que, du coup, c'est un particule système qui est basé sur le particule système. Et là, ce qui est rigolo, c'est que, étant donné que les particules, elles peuvent être projetées avec l'initial velocity, et ici, pareil de ce côté-là, tu vois, tu vas lui dire, les particules, elles sont projetées dans le sens dans lequel vont les éléments, tu vois, et avec justement l'object que tu vas mettre à 1 ici, cette fois-ci, tes smokes, tu vois, voilà, suivent la direction des éléments. Tu vois? Tu vois le genre de tricks que tu peux faire, quoi. Du coup, ça veut dire que tu peux avoir un crash de vaisseau, tu vois, un peu comme dans Elysium, ouais, Elysium, que au niveau des FX j'ai adoré, où tu vas avoir, alors imagine, un gros morceau de particules qui va sortir, qui va générer du coup des fragments visuellement qu'on a fait par exemple tout à l'heure avec le Cade, qui visuellement t'amène une énorme complexité visuelle, qui va générer lui-même des particules, qui va générer lui-même du flame and smoke. Bravo, c'est super. Donc, tu vois, visuellement, plus le compo derrière où tu vas pouvoir mélanger tout ça avec éventuellement des stock shots de fumée que tu as dans un coin, enfin, tu vois, là, tu peux commencer à faire des trucs qui visuellement vraiment tabassent, quoi. Donc, et encore une fois, cette complexité visuelle, tu vois, alors ça demande bien sûr un apprentissage parce que tous ces trucs-là, là, je les sors comme ça de mon chapeau, mais t'imagines bien qu'il a fallu que je les bosse un peu, mais si tu veux, une fois que tu connais toutes ces possibilités, que tu as fait des recherches et tout, tu vois le temps de mise en place, même en l'expliquant, tu vois, j'en ai eu pour 10 minutes, un quart d'heure. Donc, c'est impressionnant. Quand tu commences à connaître le tricks et tout, tu dis, bon, ok, allez, c'est bon, je sais que je fais comme ça, je sors mon Particle Instance. Particle Instance, pour rebondir sur ce que disait Ronan tout à l'heure, qui peut-être utiliser du vertex, tu sais, du vertex parent, c'est-à-dire le duplivert, qui lui-même va régénérer de la complexité, qui lui-même va régénérer du smoke et tout, enfin, tu vois. Et là, tu vois, Blender suit sans problème, quoi. Surtout que, tu vois, cette simulation de smoke ici, chose qu'il y avait dans Maya, par exemple, à partir de la 2009, et je me suis dit, j'aimerais bien qu'ils le mettent dans Blender, c'est gagné, c'est l'adaptative domain. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, au début,
Alors, il faudrait que j'ai une vitesse un peu moins costaud, notamment sur l'Initial Velocity, voilà. Voilà. Au début, si tu veux, tu vas avoir un domaine qui va être tout petit, donc qui va se calculer relativement vite. Et puis ensuite, plus ça va grossir, plus les temps de calcul vont devenir longs, bien évidemment. Mais au début de la simulation, ça va aller relativement vite parce que tout est concentré dans une petite zone. Donc là, par exemple, tu vois, tu as une bonne preview de ce que tu veux faire. Puis après, bah, quand tu sais que c'est bon, tu augmentes le nombre de subdivisions du voxel qui va agir sur les 3 dimensions, par exemple, je sais pas, pour le passer à 70. Et surtout, il y a un truc, alors ça c'est quand même, ou par exemple, voilà, je vais le laisser à 50 parce que là sinon les temps de calcul vont être trop longs, mais il y a quand même une exclusivité Blender dans ce truc-là, c'est le Smoke High Resolution, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une grille de voxels assez basse, et il va extrapoler des informations supplémentaires en rajoutant des wavelets ou des FFT derrière, qui vont du coup rajouter des détails par-dessus. Voilà, par exemple, tu vois, tu as des espèces de micro-vorticités là, qui se trouvent à l'intérieur, qui va permettre de rajouter du détail. Et là, tu vois, Tu peux animer une texture aussi. tu peux animer une texture. Et surtout, ce qui est très important maintenant, c'est que ce champ ici de smoke peut agir comme champ de force pour des particules. Non. Tu vois, si, si. Tu peux driver Ouais. du coup maintenant des particules avec des champs de force issus des smokes. Voilà. Tu vois. Comme dit Pierre Armand, shut up and take my money. Donc tu vois, tu commences à avoir la possibilité, en gérant tes caches sur le disque dur, en gérant tout ce genre de trucs, tu peux, plus le tracking 3D qui va te permettre d'inclure les plans, plus le caméra mapping qui fait que tes fragments vont être issus de la vidéo. Là, je suis en train de faire des tests en ce moment, par exemple, tu vois, c'est pas encore optimal, mais je commence à avoir des résultats. Le truc que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, tu sais, où tu as la caméra qui reprojette en fait le truc. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu as filmé la même image avec une résolution, par exemple, de 1050, 576 ou même en HD, et tu as filmé en fait la même image de plusieurs plans différents. Quand tu fais du caméra mapping par la caméra qui a elle-même été traquée, ça veut dire que tu vas reprojeter sur une surface plusieurs fois les mêmes images, mais vues de points de vue différents. Si tu fais un moment un bake de texture sur cette surface, et que tu fais plusieurs bakes de texture, c'est-à-dire en fait une texture vue par exemple de légèrement à gauche, légèrement au centre, légèrement à droite, et qu'après tu accumules ces informations de texture, c'est la façon dont marchent les gigapixels en fait. Les images gigapixels, si tu veux, c'est du recoupement d'infos entre plusieurs photos base def pour en faire une photo de def. Donc du coup, ça voudrait dire que tu pourrais faire du tracking 3D autour d'un mur. Chaque image a une résolution, par exemple, tu vois, de 1220 à 720, mais au final, en accumulant les bakes, t'en fais une texture de 10 000, quoi. Tu vois. Ok. Donc voilà, c'est pas encore au point, mais j'y travaille un peu quand j'ai du temps. C'est pas souvent en ce moment. Mais voilà, tu vois, du coup, en se basant sur des systèmes comme ça, GIMP par exemple a des fils pour accumuler des choses comme ça. Il y a un très très bon moteur de filtre qui s'appelle le Gimmick, que j'ai connu parce que j'avais été faire une conférence à Toulouse avec David Schumperle, qui est du CNES, qui est le développeur de ce truc-là. Il m'avait montré des trucs comme ça pour stacker, pour mettre en pile des images et ressortir tout un tas d'infos, tu vois, de choses comme ça. Donc tu vois, tu commences à te dire, ok, j'ai des textures, je peux prendre des maps HDRI, je peux faire de la fumée, je peux faire des occlusions, des masques, des fragments, des explosions, des machins. Au final, qu'est-ce qui te manque? Tu vois, il n'y a pas grand chose qui te manque, quoi. Tu vois. Parce que là, en plus, on n'a pas parlé, tu vois, mais je peux faire un topo rapide là-dessus. Si par exemple, tu vois, tu as un cube qui est ici et qu'effectivement, tu vas le passer par exemple en rigid body, qui est par exemple ici, et tu vas lui dire que lui aussi, c'est un élément qui va générer du smoke. Voilà, et du smoke de type flow. Alors cette fois-ci, regarde, je vais virer mon élément, je vais le faire passer ici. Il est de type active, ça veut dire que quand il va passer, tu vois, il génère du smoke, quoi. Voilà. Maintenant, si j'en ai 4-5 voilà, qui vont par exemple se taper sur le sol, donc lui, je vais lui dire que c'est un actif. Voilà, quand il va passer, poum, et il va rebondir et il va générer des smokes. Maintenant, je peux très bien lui dire qu'il n'est pas tout seul. Il a 4-5 copains, tu vois, qui sont au-dessus de lui, et que quand je vais balancer la sauce, bah, ils vont tous venir dedans, tu vois, et boum. Alors là, ils étaient tous les uns à côté des autres, enfin tous les uns au-dessus des autres, ce qui est pas très malin. Et tu vois, je peux les décaler un peu pour que quand ils se tombent dessus, voilà, ils rentrent dans le domaine, et là, tu vois, ils vont générer des smokes à partir de leur truc. Voilà. Alors, Il y a possibilité de faire en sorte que le domaine il s'agrandisse en fonction de. alors étant donné que c'est un adaptatif domaine maintenant, tu peux très bien faire un domaine d'origine qui est gigantesque.
tu vois. Mhm. Et là, regarde, quand tu vas faire ça, en fait, tu vois, le domaine réel qui est utilisé, c'est la petite bounded box qui est à l'intérieur. Donc en D'accord. fait, tu fais un domaine gigantesque, et puis ben, il utilisera ce qu'il utilisera, et les temps de calcul dépendront de ça. Voilà, si... Et il n'y a pas moyen de faire genre un domaine qui est un proxy, qui fait genre comme une boîte de collision, comme je sais pas dans Unity un convexe par exemple, Ouais. et qui te génère un domaine à la volée en quelque sorte. Alors en fait, Ce serait chouette ça. moi j'ai déjà fait un truc où j'ai plusieurs domaines qui sont placés les uns à côté des autres et je les fais disparaître et apparaître au fur et à mesure, voire j'anime le domaine, la position du domaine, comme ça. Ouais. Tu vois. D'accord, ouais. Donc en fait, si tu as par exemple une espèce de comète qui rentre dans l'atmosphère et puis ce qui se trouve derrière elle se dissout au fur et à mesure, parce que là, tu vois, il y a un truc qui est très intéressant dans le domaine ici, c'est un paramètre qui s'appelle le dissolve, c'est-à-dire que là, la fumée s'en va jamais, alors que si tu actives le dissolve, au bout d'un moment, tu vois, elle disparaît. Voilà, c'est ce que tu as ici. Donc D'accord. C'est un peu style le lifetime, mais c'est exactement ça, ouais. C'est le lifetime que et tu justement, peux- il n'y a pas moyen de faire en sorte que le domaine soit calculé en fonction du time qui est en bas là, en dessous de 10. Ah bah là, il le fait si tu veux. Là il le fait parce que regarde, le domaine tu vois qui avant prenait toute la hauteur. Ah oui, c'est le domaine Tu vois, en- si je l'arrête d'inter- ici, voilà, ce que tu as à l'intérieur ici, la bounded box, c'est le vrai domaine utile. Et là tu vois, au fur et à mesure où les particules vont mourir, le domaine va rétrécir en hauteur. Plouf, tu vois, il est redescendu. D'accord. Ok. Donc du coup là il est vraiment adaptatif, c'est ce qui a été implémenté dans Maya 2009.